Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Bienvenue devant cette vidéo qui est le tout premier vlog lecture. Alors, action, c'est parti. Nous sommes dimanche 30 novembre et je déclare ouvert cette première semaine de vlog et je vais vous présenter aujourd'hui les lectures que je viens de terminer. La première d'entre elles, eh bien, il s'agit de ce roman qui s'intitule Cavalier du ciel, écrit par Jean Rousselot et publié aux éditions Julliard. C'est un livre qui fait 206 pages. Alors pourquoi je parle de livre et non pas de roman? Tout simplement parce que dans ce livre, l'auteur va venir nous raconter la vie de son arrière-grand-père qui s'appelle Jean-Baptiste Marie Charles de Rose, un nom qui m'était totalement étranger, mais cet homme n'est autre que le père fondateur de l'aviation de chasse. Et oui, ni plus ni moins, dans ce livre, eh bien, l'auteur va venir nous témoigner de la vie de son arrière-grand-père. Un livre très poignant puisqu'on rentre vraiment en totale immersion dans la vie de cet homme. Cela commence en 1906, si je ne me trompe pas, oui, en 1906, lorsque son arrière-grand-père, qui est dans la cavalerie, décide de contredire un ordre de sa hiérarchie. Cet ordre n'était ni plus ni moins qu'il devait protéger une ville, nous sommes en 1906, et à cette époque de la séparation entre l'Église et l'État, eh bien, il leur était demandé de pénétrer violemment dans une église, tout simplement pour aller y chercher les trésors qui s'y cachaient, que cela soit dans des coffres, que cela soit caché, mais en tout cas dans une église, il fallait forcer la porte de l'église, ce qu'il a refusé de faire, eu égard à sa foi, mais surtout eu égard à ses convictions. Dans ce récit, on va suivre donc cet homme, plus communément appelé Carlo de Rose. On va suivre son évolution, à la fois à travers ce moment qui a été très déterminant dans sa vie, ce non-respect d'un ordre de sa hiérarchie, ce qui lui en a coûté, et puis son évolution jusqu'à devenir un pionnier, le père fondateur de l'aviation de chasse. Dans ce récit, l'auteur a fait le choix d'écrire à la première personne, ce qui rend ce récit vraiment très immersif et ce qui permet à la fois de nous imprégner des émotions de son arrière-grand-père, de la société de l'époque, de ses convictions. Alors, ce roman a été un véritable coup de cœur. Il est très bien écrit. Écrit à la première personne lui donne un côté à la fois très personnel, encore plus poignant. Les chapitres sont courts, sont aérés, mais alors la plume de l'auteur, elle est percutante, incisive et va littéralement à chaque fois à l'essentiel. Donc il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lenteur. On évolue à travers la rencontre de cet homme incroyable, fascinant, et il y a certains moments qui vont même venir à nous pousser dans nos propres convictions. Ce qui rend la force de ce récit, c'est que l'auteur arrive littéralement à faire ressortir toutes les émotions de son arrière-grand-père. Un personnage fort, un personnage emblématique qui a inscrit son nom dans l'histoire, dans la grande histoire, parce que grâce à lui, nous avons réussi, grâce à son invention, nous avons gagné la bataille de Verdun, la bataille de la Marne. Vraiment un livre qui m'a scotché parce qu'on ressent la force et qu'il s'agissait tout simplement d'un homme passionné, un homme de conviction. Ensuite, on est dans un récit qui va donc raconter la vie de cet homme et on va évoluer chronologiquement, mais de manière très fluide.
Il y a de la narration, il y a très peu de dialogue, mais par moments, eh bien, l'auteur nous propose une retranscription, tout simplement des échanges épistolaires entre Carlo de Rose et son propre papa, un papa qui lui-même a été dans l'armée. Donc il y a toute cette tradition familiale qui pour autant, il n'y a pas adhéré par obligation familiale, mais vraiment par conviction, par passion. Alors, que va-t-il se passer? J'ai pas envie de trop vous en dire, parce qu'il faut vraiment se laisser happer par ce récit. Je vais vous montrer, vous voyez, les chapitres sont par moments très, très courts. Et voilà, globalement, des fois, lorsqu'il y a des retranscriptions des courriers qu'il échangeait avec son papa, cela peut faire qu'une seule page. Donc, c'est un livre qui se lit très, très rapidement et c'est un livre vraiment extrêmement passionnant que je ne peux que vous recommander. Et on n'est pas dans des stratégies militaires à outrance, on n'est pas dans des redondances, on n'est pas dans des termes vraiment. Ce livre peut être lu et est accessible à tous. Et je vais juste vous lire une courte citation. Peut-on monter bien haut, caresser les nuages en les dépassant, si l'on commence par fermer les yeux sur quelque chose qui nous choque, si pour exécuter l'ordre, on va contre ses principes, ses convictions les plus profondes. Quel que soit notre rapport au monde, à la foi, au travail, vient un jour où faire le pas de plus est impossible. Et voilà, il y a quelques petites citations. Sera maître du monde, qui sera maître de l'air. C'est une très belle rencontre que j'ai fait dans ce roman. C'est un livre extrêmement intéressant, très pédagogique, très bien écrit. La plume de l'auteur a quelque chose de très aérien, vraiment conforme au thème du livre. On rencontre un homme très inspirant, fort de ses convictions et de sa passion. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Cela a fait écho à une lecture que j'avais faite il y a maintenant quelques semaines. C'était ce roman qui s'intitule Mon ami Léno, écrit par Catherine Locambro et publié aux éditions Syros. Alors, dans ce roman, on y rencontrait bien la première femme aviatrice qui s'appelle Hélène Boucher. Encore une fois, un récit, une grande femme très inspirante. Mais dans ce récit, il était écrit d'une toute autre manière, puisqu'il était écrit à travers les yeux de sa meilleure amie. Donc, comment commence le roman de manière très forte, où c'est sa meilleure amie qui va se recueillir sur la tombe d'Hélène Boucher. Et de ce recueillement, elle va venir un petit peu nous témoigner la rencontre qu'elles ont eue toutes les deux lorsqu'elles étaient plus jeunes. Et puis, leur évolution au sein de l'aviation, l'évolution de leur amitié, de leur parcours qui a été différent, mais elles ont toujours été très très proches. C'est un roman pour lequel j'avais eu un sentiment très partagé jusqu'au milieu de ma lecture, parce que dans ce roman, la meilleure amie d'Hélène Boucher va venir nous parler d'Hélène, mais en s'adressant à Hélène. Par moment, elle va lui dire « Tu te souviens quand ton papa ceci, rappelle-toi de cela, etc. » Et en fait, elle ne s'adresse pas à nous lecteurs, et donc du coup, j'avais parfois la sensation d'être un petit peu à côté de ma lecture, jusqu'au moment où j'ai compris, où vraiment ça a fait sens en moi, qu'il s'agissait d'un roman qui nous était transmis à nous, lecteurs, en toute intimité, et qu'en fait, c'était juste une amie qui venait se recueillir sur la tombe d'une autre amie et qui venait se souvenir d'années et d'années passées ensemble, d'aventures et de cette évolution et de cette introduction d'une femme au sein de l'aviation française. Un livre, du coup, qui a pris dans la lecture, j'ai pu enfin, ensuite, lorsque j'ai vraiment ressenti cela, que en toute intimité, c'était juste une commémoration d'une amie envers une autre amie, et que cela, nous, lecteurs, on assistait à ce moment de recueillement, tout simplement. Ma lecture a pris un tout autre sens, mais c'est un livre également très bien écrit, que j'avais du coup beaucoup aimé,
une fois que j'avais compris cet élément-là. Donc, je ne peux que vous le recommander. Pareil, à lire, à faire lire, accessible à tous. Donc, je vous le recommande. On part d'un coup de cœur, un livre que j'ai beaucoup aimé et le livre suivant, on va en parler très rapidement. Mais alors, mon sentiment concernant ce roman est vraiment tout autre. Alors, j'ai la joie d'être membre du jury du prix du roman auto-édité 2025-2026. Un roman pour lequel, comment dire, je crois que j'avais voté dans la sélection. J'avais voté pour lui. Alors, pour vous dire comment cela s'est déroulé, il y avait 226 candidats dans la sélection thriller, la catégorie grise, donc qui regroupait les thrillers, utopie, dystopie, science-fiction, cozy mystery. Et sur ces 226 fiches de lecture que nous avions reçues, nous devions voter pour 20 livres. 20 livres qu'ensuite, eh bien, ceux qui avaient recueilli le plus de voix, les membres du jury allaient les recevoir en e-book, donc en service de presse, les lire et remplir des grilles d'évaluation. Un des romans que j'ai découvert, j'ai eu des coups de cœur sur mes romans précédents, j'ai fait de très bonnes lectures, et le roman que j'ai terminé samedi soir, alors j'ai terminé samedi soir et je vais être très franche et je vous le dis tout de suite, c'est un avis extrêmement mitigé concernant ce roman, c'est celui de Julien Rochard qui s'intitule Paranoia, donc que j'ai lu en e-book. Donc je vous dis rapidement le résumé, puis je vous partage mon avis. Donc dans ce roman, on va rencontrer Ashley et Déborah qui sont amies depuis le collège. Elles étaient dans la même classe. Une amitié qui est née suite à un événement très traumatisant qu'a vécu l'une des deux. Elles ont toujours été amies et elles partent en Afrique du Sud, à Pretoria, pour quelques jours de vacances. Cependant, l'une d'elles va disparaître, mais lorsque l'autre va tenter d'alerter, la police va tenter de partir à la recherche de son ami disparu. On lui dit que son ami disparu n'a jamais existé. Un postulat de départ extrêmement tentant, extrêmement haletant. Un livre, il me semble, pour lequel j'avais voté, j'avais envie de le découvrir. Alors, pour rappel, lorsqu'on a voté pour les livres au début, on avait la couverture, la 4e de couverture, un avis très marquant sur ce livre et puis quelques mots de l'auteur pour nous donner l'envie de voter pour ce roman. Et c'était un roman pour lequel j'avais voté tout simplement parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Je me suis lancée dans ma lecture, je l'ai terminé très rapidement pour le terminer en réalité un petit peu avec une lecture en diagonale. Je n'ai pas vraiment aimé, ça n'a pas fonctionné sur moi, la plume de l'auteur. Ensuite, c'est un livre où il y a énormément de trigger warning. Alors, si vous voulez les connaître, n'hésitez pas à me le mentionner et je vous les mentionnerai pour ne pas vous spoiler. Mais il y a énormément de trigger warning. On est dans un roman noir, violent, mi-roman noir, mi-thriller, mais il y a beaucoup de trigger warning et ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Et ensuite, dans ce récit, j'ai noté quelques incohérences, des personnages où on n'allait pas vraiment au bout de leur psychologie et il y a plusieurs événements dans ce récit qui ne m'ont absolument pas convaincu. Et pourquoi je suis mitigée? Tout simplement parce que, alors, j'ai très honnêtement, sur la première partie, failli le DNF. Et la deuxième partie était beaucoup plus rythmée, mais voilà. Entre incohérence, entre violence, entre certaines choses totalement inattendues de ce roman, je n'ai pas, dans l'ensemble, eh bien, été convaincue par ce récit. Un récit, pourtant, qui aborde des thèmes très importants, des thèmes très forts. Je ne peux pas vous dire lesquels,
pour éviter de vous spoiler, tout comme les trigger warnings, mais un petit peu une succession de thèmes. J'aurais limite préféré qu'il y ait moins de thèmes forts et qu'ils soient un petit peu plus creusés. Ensuite, il y a la localisation même de l'intrigue qui n'est autre que la ville de Pretoria, une ville extrêmement forte historiquement, une ville avec une richesse culturelle importante. Et de cette ville, eh bien, dans ce récit, il n'en sort absolument rien. Et c'est malheureusement ce que j'ai regretté. Je m'attendais à faire un voyage au cœur d'un thriller, certes, mais au cœur de Pretoria, en découvrir un petit peu plus, que ce soit sur l'histoire, que ce soit d'un point de vue culturel, et en réalité, l'histoire aurait pu se dérouler ailleurs. Cela était exactement la même chose, donc ça a été une petite déception, sur ce point. Donc ce n'est pas un livre qui m'a convaincu, encore une fois, je vous le dis, en toute honnêteté, j'en étais mais désolé, parce que j'aime beaucoup la couverture. Par contre, la couverture, elle est incroyable, vraiment. Et le thème principal, alors c'est noté en 4e de couverture, donc là, pour le coup, ce n'est pas un spoil, c'est la frontière entre la réalité et la fiction. Et il y a un gros point évoqué sur la mémoire. Voilà, je n'en dis pas plus parce qu'il y a énormément d'autres thèmes qui tournent dans cette intrigue, mais malheureusement, pour moi, eh bien, c'est un roman qui m'a laissé sur le côté. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas été convaincu. Vraiment mitigé parce qu'il y avait un gros potentiel sur l'intrigue, sur la localisation, sur certains faits, mais trigger warning à fond sur ce roman. Un autre roman que j'ai lu, alors cette fois, ce n'est pas un roman et je l'avais annoncé sur ma page Instagram. J'avais très envie de lire plus de mangas cette année et ça va être encore un de mes objectifs 2026. Et là, c'est une excellente lecture. On frôle le coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture. Et ce manga s'appelle Beast King and Medicinal Herb, publié chez Doki. C'est un tome 1. Alors, dans ce manga, c'est plus simple. Je vous partage la 4e de couverture. Tous les aventuriers rêvent d'explorer des donjons, de vaincre des monstres, de s'emparer de leur butin. Tina, une jeune aventurière, aspire aussi à partir en territoire inconnu pour découvrir des richesses cachées. Malheureusement, elle est grièvement blessée lors de l'une de ses explorations. Soudain, le grand démon connu sous le nom de Galon, le roi des bêtes, apparaît devant elle. Ce dernier, qui était censé avoir été tué par un héros dans un passé lointain, a bien changé. Il accepte de la sauver à condition qu'elle l'aide à soigner les monstres qui peuplent les donjons. Entre aventurier et roi démon, le mal n'est pas toujours là où on le croit. Alors, déjà, on va parler de la couverture, mais on va parler en premier des dessins avant de revenir sur l'histoire en elle-même. Je vais juste essayer de vous montrer des illustrations. Alors, sans spoiler, mais les illustrations sont à la fois immersives et très bien représentées, qu'il s'agisse des événements, des faits, mais également des émotions. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion chez Gilbert Joseph. Donc, dans ce récit, eh bien, on va suivre cette jeune fille qui est une aventurière de rang C au début de l'aventure. Et avec d'autres aventuriers qu'elle doit former, elle va partir explorer un donjon parce que cela fait maintenant 20 ans que les démons, eh bien, ont normalement disparu après une lutte acharnée entre démons et aventuriers, tout simplement pour une conquête de territoire. Eh bien, cela fait maintenant 20 ans qu'il n'est censé plus en exister aucun. Cependant, lorsqu'elle pénètre dans un donjon, pour quelle raison? Ça, je vous laisserai le découvrir. Eh bien, elle découvre qu'en réalité, il n'est pas mort. Que se passe-t-il après? Que va-t-il lui arriver?
parce que, comme je vous l'ai dit, ils étaient censés s'opposer, alors que là, on les voit, ils marchent côte à côte. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, on va d'événement en événement, de rebondissement en rebondissement et de surprises plus agréables les unes que les autres, ou pas. Ça, ce n'est pas certain. En tout cas, c'est un premier tome très réussi, une aventure très haletante. Vraiment, on y découvre. Alors, regardez, je vous montre juste. Alors, ça ne va pas vous spoiler, je vous rassure. Mais regardez, moi, j'étais fan des illustrations. Tout, même les émotions nous sont transmises. Une réussite, une très, très, très bonne lecture. Bref, une saga. Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié en combien de tomes cette saga est publiée. Mais je crois qu'il y a au moins déjà le tome 2 qui est sorti. Donc, je ne vais pas tarder à me le procurer, tout simplement parce que j'ai envie de connaître la suite de cette aventure. Une aventure très enrichissante qui vient poser aussi les questions de loyauté, de respect. Vraiment très bien construite, qui évolue, qui a différents tempos dans son évolution. Mais vraiment, elle est très bien faite. On frôle le coup de cœur, donc je vous la recommande. J'en profite pour vous présenter mes 2 prochaines lectures. Alors, l'une d'entre elles va être un thriller que j'ai le plaisir de partager avec mon book club. Il s'agit du roman qui s'intitule « À pleurer, tout nous condamne ». Alors, je vais enlever, publié aux éditions Pocket et écrit par Cécile Cabanach. Est-ce que je vous lis la 4e de couverture? Je pense que je vous lirai la 4e de couverture quand je viendrai vous en reparler. Donc ça va être un thriller. Et puis, je vais découvrir un autre manga en parallèle. Eh bien, c'est celui-ci, le tome 1 du manga qui s'intitule Minuscule. Donc voilà, pareil, je n'en ai vu que des bons retours de ce manga. Pareil, je vous lirai la 4e de couverture. Je pense que quand je viendrai vous faire un retour très rapidement. Parce que ce manga fait 205 pages. Et voilà, un manga, ça se lit toujours beaucoup plus rapidement qu'un roman. Celui-ci fait 205 pages. Et le roman « À pleurer, tout nous condamne » de Cécile Cabanach, il fait 478 pages. Oui. Donc on est vraiment sur 2 lectures très différentes, un manga et un thriller. Voilà, je vous laisse pour l'instant, je vous reprends un petit peu plus tard.
il y a un mystère puisque lorsqu'il retrouve les parents d'Alice qui ont, au final, il les a toujours connus, eh bien, ses parents lui apprennent que Alice, semble-t-il, n'a pas donné signe de vie depuis un petit peu plus d'une semaine. Voilà l'intro de ce récit, le premier jour, un petit peu. Je ne vous ai pas spoilé puisque c'est en 4e de couverture. Alors, est-ce que je vous la lis? Je vais vous la partager. 7 ans après la mort de ses parents, Théo retourne enfin dans le chalet familial de Chamonix. Il n'imagine pas que ce retour aux sources va bouleverser sa vie. Lorsqu'il apprend la disparition d'Alice, son amie d'enfance devenue archéologue dans les confins glacés. Alors, je ne vais pas vous dire le lieu puisque la première énigme à résoudre, c'est justement de deviner ce lieu. Donc, je ne vais faire volontairement, je vais omettre de vous le dire. Il n'hésite pas une seconde et il part à sa recherche. Ce qu'il découvre sur place dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une expédition mystérieuse, des glyphes oubliés, une civilisation disparue, des mercenaires aux intentions troubles et un peuple qui croit à l'existence d'une cité sacrée enfouie sous la neige depuis des siècles. Chaque jour de décembre, ouvrez un nouveau chapitre et résolvez une nouvelle énigme. Oserez-vous percer les secrets du chemin de Tuonela? Il vous faudra un crayon et une gomme pour résoudre les énigmes qui vous attendent. Et à la fin, il y a un poster que je n'ai pas ouvert puisque en intro, il est bel et bien mentionné. Ne consultez pas le poster situé à la fin du livre avant d'y avoir été invité en lisant l'histoire. Bonne lecture. Donc voilà, en tout cas une 4e de couverture vraiment, vraiment très intrigante et en même temps très passionnante avec cette histoire justement de peuples, de civilisations disparues et donc d'expéditions mystérieuses. Mais de là en découle en tout cas, a priori, il semblerait qu'Alice ait disparu. J'en saurai plus un petit peu plus tard. En tout cas, c'est une lecture qui commence sur les chapeaux de roue. Autre livre de l'Avent que j'ai choisi, il y a celui-ci qui s'intitule Les enquêtes de l'Avent, 24 énigmes pour attendre Noël. Alors, dans celui-ci, on incarne un apprenti détective envoyé en mission par le British Museum pour retrouver Alistair Greaves, un archéologue de renom mystérieusement disparu sur un site de fouilles près de Rome. Rassemblez les indices et résolvez chaque jour une énigme qui vous mènera sur la piste du coupable. Il semblerait qu'il y ait un thème commun qui n'est autre que l'archéologie. Et celui-ci, alors je vais le commencer quasiment dès que j'ai fini de vous prendre. Je me suis fait une petite tasse. Regardez comme il est trop chou. J'aime trop ce petit renne. Je me suis fait une petite tasse, enfin pas si petite. Au final, j'ai une introduction et ensuite, hop, je commence l'histoire. Je suis à Londres. Il y a un texte, des illustrations et même un plan. Oh, alors ça, j'aime. Alors ça, j'aime énormément. Et oui, effectivement. Et à la fin, il y a également une énigme. Et ensuite, on passe au jour 2. Alors, vous savez, la plus grande difficulté pour moi dans ces livres, c'est d'attendre. Parce que là, clairement, ce genre de livre avec des énigmes, une enquête, une disparition, des fouilles archéologiques, pardon, ça va être vraiment très, très dur d'attendre. Je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer. Bon. Mais très, très envie de me lancer dans ce récit également. Il y en a un 3e que j'avais choisi. C'est celui-ci. Meurtre de l'Avent, une énigme par jour pour résoudre le mystère avant Noël. Alors, on peut vraiment dire que la couverture est carrément dans le thème. Remarquez celle-ci, j'aime beaucoup la couverture, j'aime vraiment beaucoup. Là, on est vraiment dans le thème également. Et puis, alors, là, on a sur les remerciements, on a une espèce de calendrier de l'Avent comme ça. C'est chouette, parce que si on veut, du coup, on peut le colorier.
Parce que regardez comment c'est présenté. Alors, il y a peut-être un sens, mais voilà, si on veut personnaliser un petit peu ce livre, et puis voilà, je pense qu'on peut le colorier. Alors, il y a également un prologue. Et ensuite, hop, 1er décembre, bûche de Noël. Alors, je viens de voir que le prologue de ce livre-là commence le 30 novembre. Voilà, donc je suis déjà en retard, c'est pas grave. Et le prologue fait que 2 pages. Donc voilà, je pourrais aisément rattraper. Et ensuite, on a 2, 4 pages, 5 pages. Ok. Et ensuite, il y a 5 pages. Et puis, il y aura une autre petite présentation à la fin. Et ensuite, eh bien, le 2 novembre. Donc, j'ai hâte de le faire également. Il se présente totalement différemment, celui-ci, quand bien même il s'agisse d'énigmes également à résoudre. Alors, je pense que ça va être des énigmes. Alors, je ne sais pas quel genre d'énigmes. Le défi, découvrir avant Noël qui a tué Monsieur Holly. Voilà. J'ai que ça en 4e de couverture. Là, c'est publié aux éditions Hachette. Bon. Du coup, j'ai ces 2 romans à faire cet après-midi. Enfin, voilà, soit fin de matinée, là, soit début d'après-midi. Donc, c'est trop chouette. Je n'ai pas pris de romance de l'Avent cette année. L'année dernière, je ne sais même plus le titre que j'avais pris, celui avec Sophie Jomain et Matou. Ouais, je crois que c'était celui-là que j'avais pris. Et à quel point je n'ai pas pris de romance, c'est que mon dernier livre, alors je ne vais pas dire de l'Avent, puisque là, pour le coup, j'ai vu qu'il y avait un petit sommaire en fin de roman. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nouvelles. C'est celui-ci. Le pire des Noëls, spécial frayeur par la Ligue de l'Imaginaire. Avec Bâle, Bizien, Drouin, Giacometti, Lipsker, Minier, Norek, Cyr, Taquian, Tillier et Witzel. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Et il y a 8 nouvelles et ce livre fait 235 pages. Voilà. Et voilà, soutenons la lecture pour tous. Ouais, très, très, très important. 11 auteurs s'engagent et offrent dans ce recueil des histoires riches en sensations fortes et en émotions. Certaines vous feront peur ou douter de la réalité. D'autres vous couperont le souffle et vous glaceront le sang. Vous êtes prévenus, ce sera le pire des Noëls. Donc en achetant ce livre, vous soutenez l'action du CTEB qui favorise l'accès aux livres et à la culture des aveugles. Le Centre de transcription et d'édition en braille est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général parrainée par l'écrivain Bernard Minier. Elle agit depuis 37 ans pour adapter l'actualité littéraire en braille et tout type de projet à la déficience visuelle. Donc voilà, assurément pour passer un très très bon moment de lecture, mais plus important encore, il soutient une très grande cause qui ne peut que nous tenir à cœur pour nous qui sommes des passionnés de lecture, qu'il est très très important que tous aient accès à la lecture. Donc voilà, je suis très contente de participer à mon petit niveau à cela. Voilà ce qu'il en est sur mes calendriers de l'Avent. Le seul petit hic, c'est que j'ai un Secret Santa à faire et qu'il va falloir que j'aille à l'espace culturel. Que la force soit avec moi, parce que rien ne dit que dans ce vlog, je ne vous présente pas d'autres livres de l'Avent. À savoir que je viendrai bien évidemment vous faire tout au long de ces vlogs lecture, je viendrai vous faire des petits points, des petits updates. Mais je ne vous présenterai pas, enfin je vous montrerai pas forcément chaque jour les pages, tout simplement parce que, un petit peu comme je l'avais fait l'année dernière avec un des romans, il y en a qui les gardent, s'ils n'ont pas eu le temps de les lire, ou qui volontairement, pour prolonger tout simplement l'esprit de Noël, pour prolonger les fêtes, eh bien vont les lire en calendrier de l'après. Je trouve ça super chouette et du coup je me tâte à me trouver également un calendrier de l'après. Voilà. Alors même si c'est mentionné dessus calendrier de l'Avent,
peu importe, je pense que c'est un peu sur ça que je risque de craquer. Ceux-là vont être lus avant, mais de me trouver un calendrier qui me servira pour après les fêtes, c'est-à-dire que je pourrais démarrer facilement le jour de Noël pour les 24 jours qui suivent et passer comme ça le réveillon de fin d'année également avec une chouette lecture et prolonger ainsi eh bien, le côté un petit peu merveilleux des fêtes. S'agissant de ma lecture en cours, j'en suis ici. Vous ne le voyez pas, c'est normal, puisque j'en ai lu que 14 pages, donc c'est beaucoup trop tôt pour vous en parler. Pour rappel, c'est la lecture commune du Book Club « À pleurer, tout nous condamne » de Cécile Cabenac et publiée aux éditions Pocket. Donc je l'ai débuté hier soir, mais la fatigue a eu raison de moi et je n'en ai lu que 14 pages. Alors en fait, je dis que j'en ai lu que 14 pages, mais je viens de réaliser que le livre commençait qu'à la 11e page. Voilà. Donc en fait, dans la réalité des faits, j'ai lu de 4 à 6 pages. Autant vous dire que c'est beaucoup trop tôt pour vous en parler. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais prendre ma petite tasse, m'installer confortablement et puis ouvrir cette première case, ces premières pages pour tenter de découvrir ce qu'il en est de la disparition d'Alistair Greaves. Et puis ensuite, eh bien, si j'ai encore un petit peu de temps devant moi, j'enchaînerai avec celui-ci. Voilà, comme ça, ce soir, je pourrai me poser et avancer sur mon roman de Cécile Cabenac. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao.
j'espère que vous allez bien. On est mardi 2 décembre et ce matin, avant d'aller au travail, j'ai eu le temps de lire la deuxième journée donc de mon livre de l'Avent, Disparition mystérieuse en Laponie. Un récit qui est très bien écrit, une aventure qui s'annonce très intrigante mais aussi très addictive parce que j'ai très envie de connaître la suite. Mais les événements, les éléments, les personnages sont bien définis, les faits sont très bien amenés et il y a beaucoup de consistance dans la narration et ça j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un chouette recueil que je vous souhaite de découvrir parce que je trouve que cette proposition, cette histoire change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, il est temps de faire ma pause déjeuner, mais j'ai un Secret Santa. Il faut vraiment que je trouve ce que je veux mettre dans le colis. Et pour ça, je vais me rendre à l'espace culturel, qui est un gros risque parce que je sens que je vais craquer. Voilà, je suis très faible en ce moment. Il y a beaucoup de titres qui me tentent, que ce soit en BD, que ce soit en roman, que ce soit en livre jeunesse également. Donc ça va être très dur de résister. Je vous reprends tout de suite après. Hey, coucou! Je vous reprends à la sortie de l'espace culturel et effectivement, je me savais faible, je l'ai été. Voilà, tout simplement, j'ai complètement craqué. Alors j'ai trouvé pour des cadeaux, j'ai trouvé pour le Secret Santa, mais il y avait beaucoup trop de romans qui me tentaient. Je me suis largement limitée et encore, je suis pas certaine. Mais voilà, c'était l'occasion aussi de se faire plaisir parce qu'il faut aussi de temps en temps savoir se faire plaisir. Ça a été le cas, je suis comblée et je vous présente ça un peu plus tard. Je vais au travail et je vous retrouve très vite. Ciao!
Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 4 décembre et je vais en profiter pour venir en même temps clôturer ce premier vlog de lecture. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 livres. Je l'avais dit dans un rush précédent, j'aime beaucoup l'esprit de Noël, mais j'aime encore plus lorsque je peux le continuer encore un petit peu après les fêtes. Et pour cela, eh bien, j'avais à cœur de trouver des lectures qui passent en lecture de l'après. Et pour cela, je vous avais présenté dans un des rushs précédents ce roman qui s'appelle Les Enquêtes de l'Avent, 24 énigmes pour attendre Noël. Eh bien, c'est le roman qui va passer en lecture de l'après. Pourquoi? Tout simplement, dans ce roman, on va incarner un détective qui va être appelé par le British Museum de Londres suite à la disparition d'un archéologue sur un site de fouilles à Rome, et on va être en charge de retrouver cet archéologue. Alors, dans ce roman de l'Avent, eh bien, il y a une véritable intrigue, mais il y a aussi beaucoup d'énigmes à résoudre. J'ai fait les premières, c'est vraiment très très chouette. Il y a un côté un petit peu Agatha Christie dans ce roman et j'ai vraiment envie de me plonger à fond dedans. Et c'est celui que j'ai choisi pour passer en livre de l'après, tout simplement. Donc je vais m'arrêter dans sa lecture, dans cette découverte, et puis je vous en reparlerai après les fêtes. Mais juste, je vous montre une des énigmes. Alors je vais vous montrer évidemment que celle du 1er décembre. Alors il y avait des illustrations que je vous avais montrées, et ici on doit retrouver un logement. Il y a juste avant une carte. Voilà, on a des énigmes et dans ce récit, il y a une narration un petit peu particulière. Alors, vous ne le savez pas sur YouTube, mais j'aime énormément les livres dont vous êtes le héros. Ces livres dans lesquels, eh bien, on incarne un personnage et à la fin de chaque chapitre, on doit faire des choix qui vont influencer sur le cours de l'histoire. Ici, nous ne sommes pas dans un livre dont vous êtes le héros, mais il y a le même style de narration. On incarne un détective qui doit donc résoudre des énigmes et la narration, eh bien, sur le moment, m'a un petit peu surprise. Je vous explique tout de suite avec un exemple. Alors, je vais prendre volontairement l'exemple de l'introduction. Sous une pluie battante, vous allez un black cab dans la rue pour rejoindre votre bureau. Pour être précis, la minuscule pièce au fond de votre appartement 3 pièces, situé dans les faubourgs de Londres, qui fait office de bureau pour votre agence de détective. Vous sortez de votre rendez-vous. Alors, je ne vous dis pas avec qui, je vais sauter juste quelques lignes. Quand vous l'avez eu au téléphone il y a quelques jours de cela, vous avez failli lui rétorquer que vous ne travaillez pas sur les affaires de mœurs. Voilà, on est vraiment dans la narration avec du vous, ce qui rend vraiment le récit très très immersif. Et c'est pourquoi je veux vraiment me pencher sur ce roman et le savourer à sa juste valeur parce que moi, il me parle beaucoup. Et encore une fois, ce côté Agatha Christie, je sens, va me plaire énormément. Autre roman de l'Avent que je suis en train de faire, c'est Meurtre de l'Avent, une énigme par jour pour résoudre le mystère de Noël. Alors celui-ci, j'aime beaucoup. J'avoue, sur les consignes, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre où on voulait en venir ou comment. Eh bien, les noter, comment... Je pense qu'il faut, pour celui-ci, alors ça n'est absolument pas mentionné, mais il faut avoir un petit post-it, un petit crayon, un petit papier à côté pour noter à chaque énigme, en fait, correspond à un personnage. Et à la fin, eh bien, on a le nom du... tout simplement du tueur, puisqu'on doit découvrir avant Noël qui a tué Monsieur Holly. Monsieur Holly a 80 ans et il a été retrouvé en bas d'une échelle. Il était censé installer des décorations de Noël, mais il est retrouvé en bas de cette échelle, mort et le crâne légèrement enfoncé. Voilà, on aime. Vraiment, pour les fans de thriller, on aime. Alors c'est très bien écrit, il y a effectivement des énigmes à chaque fin de comment ça s'appelle, à chaque fin de journée en fait, tout simplement. Et puis il y a, je trouve, des superbes intros
voilà, qui nous mettent bien dans l'ambiance de Noël. Ce que je regrette dans celui-ci, eh bien, c'est qu'il n'est pas du tout de couleur à l'intérieur. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. On est sur du noir et blanc tout au long du roman. Alors, je vous montre l'entête du prologue. Un prologue qui commence le 30 novembre, donc je ne vous spoile rien. Mais vous voyez, alors je ne sais pas si ça fera là. Vous voyez, c'est vraiment tout en noir et blanc. Je vous montre l'illustration de la première journée. Voilà, on est tout au long sur du noir et blanc. Et je trouve que pour un roman de Noël, voilà, c'est dommage d'avoir du noir ou blanc, pas une seule touche de couleur à l'intérieur. Et c'est ce que je regrette. C'est publié aux éditions Hachette. C'est vraiment dommage. Et maintenant, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mea culpa, mais on n'oublie pas, faute avouée, faute à moitié, pardonnée. Je vous ai parlé de ce roman de l'Avent. Disparition mystérieuse en Laponie. Je l'ai terminé. Oups! Oups, mais vraiment oups, non, mais en fait c'est une trop chouette histoire, vraiment. Donc là, on va rencontrer Théo qui a vécu un drame dans sa vie. Il a perdu ses deux parents. Théo, c'est un jeune trentenaire qui, à la demande des parents de sa meilleure amie, va partir à la recherche de celle-ci. Elle est archéologue sur un site de fouilles en Laponie et cela fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas donné signe de vie. Théo est un grand voyageur, mais surtout, il apprécie énormément les parents de sa meilleure amie. Il apprécie énormément sa meilleure amie avec qui il connaît depuis sa plus tendre enfance. Ils habitaient à Chamonix tous les deux. Et tous les deux, ce qu'ils aimaient, c'était partir en randonnée. Donc, lorsque les parents de sa meilleure amie appellent à l'aide, Théo répond présent et il part à la recherche de sa meilleure amie. J'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais en fait, il est là le problème, c'est que sur les romans de l'Avent, j'arrive pas à tenir. Mais je n'arrive absolument pas à tenir. C'est compliqué. Dans ce roman, alors, je vais vous montrer une ou deux illustrations qui ne vont absolument pas vous spoiler, bien évidemment. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. On est sur des tons. Alors, on est sur les mêmes tons de couleur que la couverture. Alors, en plus, là, j'aime beaucoup le côté brillant. Voilà, on va être sur ces tons-là, blanc, bleu, dégradé de bleu, noir, gris. Mais j'aime beaucoup. Ça, c'est l'illustration de la première journée. Est-ce que sans spoil, je peux vous montrer la deuxième journée? Oui, il s'agit d'un ordinateur, vous voyez. Voilà, on est sur ces illustrations-là. Il y a d'autres petites illustrations qui vont venir effectivement ponctuer le récit. Voilà, tout simplement. On est sur une narration, enfin, c'est vraiment très bien écrit. Le thème, le fond, on est sur une civilisation oubliée, on est sur une quête personnelle, vraiment une chouette intrigue. Une intrigue qui se dévore, très addictive, très rythmée. Et à la fin de chaque journée, eh bien, il y a à chaque fois une petite énigme. Alors, je vous montre pas les réponses. Là, on est sur... Il faut trouver Ici, il faut trouver le nom de la région dans laquelle se trouve Alice, en tout cas là où elle a donné signe de vie pour la dernière fois. Sur la deuxième journée, on doit retrouver les coordonnées dans lesquelles elle se trouve. Et sur la troisième journée, on est sur retrouver des symboles et retrouver un nom caché dans les symboles. Bref, chaque jour, une énigme différente. Il n'y a pas deux énigmes qui se ressemblent. Je l'ai dévoré. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Il y est question donc de civilisation oubliée, de mythes, de légendes. Il y est question également d'une traque par des mercenaires. Bref, c'est vraiment très rythmé. C'est très bien écrit. Alors, on va pas se mentir, il n'y a pas de psychologie développée des personnages, il n'y a pas certaines choses que l'on pourrait trouver dans un thriller, mais on est dans un excellent roman de l'Avent, très bien écrit, qui fait parfaitement le job, à la fois avec ce côté haletant que nous procure cette intrigue, et en même temps, tout ce côté historique, parce qu'il y a une véritable construction de la part
de l'auteur derrière toute cette histoire de civilisation oubliée. Il y a cette histoire de mercenaires qui vont venir traquer certains de nos protagonistes et puis cette histoire d'énigmes. Vraiment, passe un très bon moment de lecture, un très bon moment aussi de jeu avec ces énigmes qui vont venir ponctuer chaque journée. Mais j'ai tellement aimé cette histoire que j'ai fait le choix d'en ouvrir. En fait, c'est un petit peu comme les calendriers de l'Avent chocolat, c'est un petit peu, voilà. Je me suis dit, allez, j'en ouvre juste une case de plus. Vous savez, avec l'excuse toute trouvée de se dire, peut-être que demain, j'aurai pas le temps. Demain, j'ai une journée chargée. Demain, j'ai ça à faire. Je ne veux pas louper la journée. Je ne veux pas oublier d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. J'ai ouvert une case de plus. Puis après, on se dit, allez, encore juste une, au cas où. 1, 2, 3. Bref, je suis arrivé au 24 décembre. Le livre était terminé. Voilà. Il y a à la fin une carte que je vous montre pas là. Comme ça, je suis sûr que ça ne spoil strictement rien. Puisque la carte, on ne doit la découvrir que lorsque, dans le roman, il est mentionné qu'on peut aller s'y référer. Voilà. Donc, ça aussi, j'ai trouvé très chouette. Et puis alors, la qualité. On a ici un rabat. Mais alors, vous ne le verrez pas en vidéo, mais peut-être que vous l'entendrez. L'épaisseur du papier. On est vraiment sur un roman de l'Avent hyper qualitatif, autant par l'intrigue, autant par le jeu également qui sont proposés à travers les énigmes, mais également à travers la qualité du papier. Pour la petite info, si jamais une énigme, vous n'arrivez pas à la résoudre, la réponse est donnée la journée suivante. Autre chose, et pourquoi aussi, au bout d'un moment, je n'ai pas pu m'arrêter. Je vous conseille d'être très attentif sur cette lecture et sur les indices qui sont donnés chaque jour, puisqu'il y a 1 ou 2 journées qui va vous dire, rappelez-vous lorsque un tel a dit ceci. Alors évidemment, vous pouvez revenir en arrière, mais j'ai bien aimé également ces petits clins d'œil qui, nous font vraiment jouer avec le livre. En tout cas, un récit très immersif et vous l'aurez compris, j'ai énormément aimé cette lecture de l'Avent. Quid de ma patience, ou plutôt devrais-je dire de mon impatience d'aller au bout de cette histoire. Mais je ne peux que vous le recommander. Effectivement, à l'arrière, c'est marqué un crayon, une gomme pour résoudre les énigmes vous attendent. Et le cadeau, c'est le grand poster illustré qui nous servira dans l'intrigue. Je vous le recommande en livre de l'Avent. Il peut aussi bien passer en livre de l'après. Donc, si jamais vous êtes déjà full au niveau de votre pile à lire pour tout ce temps avant Noël, n'hésitez pas quand même à le découvrir pour après les fêtes, voire même au cœur de l'hiver. Comme son nom l'indique, nous sommes en Laponie, donc vraiment tout au long de cet hiver. Je vous le recommande, je vous en reparlerai probablement, mais il n'est pas réservé à cette période de l'Avent. Donc, une très chouette découverte. Autre livre, alors cette fois sur lequel je suis certaine de respecter une lecture par jour, et cela je l'ai vu sur la vidéo YouTube d'Aurélie. Je vous mentionnerai juste ici son compte YouTube et elle en parlait et en fait elle m'a trop tenté. J'avais hésité à le prendre, elle en a parlé, j'ai dit go, je sens que je vais craquer. Merci Aurélie, mon banquier certainement ne te remerciera pas, mais c'est la BD de l'Avent. Alors l'année dernière, je l'avais déjà prise, j'avais énormément aimé cette proposition en roman graphique. Tout simplement, je trouvais ça super chouette, les histoires avaient été vraiment top, toutes différentes. Pour la petite histoire, on est donc sur une BD par jour. Donc, je vais le commencer aujourd'hui. Donc, j'ai 4 jours à rattraper. Donc, de la même manière, on va venir déceler les pages. Et à l'intérieur,
se trouve une courte histoire graphique. À chaque jour, un illustrateur différent, un narrateur différent. Donc, alors, moi, je trouve la couverture, mais alors, magnifique. Je ne sais pas si vous verrez qu'elle brille, mais alors, regardez, je la trouve tellement, mais tellement chouette. Déjà, rien que pour l'objet livre, ces BD sont magnifiques. Donc, les meilleures autrices et auteurs de BD jeunesse réunis. Je crois qu'au début, on a le nom de tous les auteurs. Effectivement, voilà, ici, nous avons le nom de tous les auteurs. Donc, j'ai 4 jours à rattraper. La différence avec ce genre de roman de l'Avent, c'est que là, vu qu'on est sur chaque journée un auteur différent, un illustrateur différent, eh bien, les histoires ne se suivent pas. On est sur une histoire à chaque jour. J'ouvre avec vous. La première journée, comme je l'ai dit, eh bien, je l'ai acheté en retard. Hop. Et voilà, on est sur le premier, comment dire, la première histoire s'intitule Le dernier cadeau, scénario, dessin et couleurs de Thébault. Hop, donc, voilà, on est, alors là, ça va être ce genre d'illustration. Donc voilà, moi je vais les découvrir. Alors je sais que l'année dernière sur la BD de l'Avent, il y avait des histoires qui avaient été mais incroyables, de véritables coups de cœur que j'ai lus et relus et même relus après. Et puis il y en a d'autres qui m'avaient un petit peu moins touché. Voilà, je pense que dans la BD de l'Avent, il y en a vraiment pour tout le monde. Mais également, ce que j'avais aimé l'année dernière, c'est que c'était pour toute la famille. Alors bien évidemment, si vous voulez partager la BD de l'Avent avec les plus jeunes, je vous conseille juste de les lire avant et puis de les relire avec les plus jeunes selon les histoires. Tout est vraiment très enfantin, mais lorsque je parle des plus jeunes, c'est si vous avez des enfants en très bas âge ou si vous avez des enfants 7-8 ans, eh bien, forcément, on ne regarde pas les mêmes choses, on ne dit pas les mêmes choses. Mais sauf erreur de ma part, l'année dernière, c'était vraiment accessible à tous. Donc là, voilà, je vais m'empresser de lire ça. Alors, la seule chose... Ah oui, voilà, même les pages intérieures sont scellées. On a la page du jour qui est scellée et les pages intérieures de l'histoire sont scellées. Hop, je vois ça avec vous. Donc là, ok, on est sur une histoire qui fait de 4... Ah, seulement 4 pages, ok. Voilà, on est sur une petite histoire sur la première journée qui fait 4 pages. Donc voilà, là, je vais me rattraper pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et celle-là, je suis sûre, je tiendrai, je serai patiente jusqu'au bout. Mais en tout cas, vraiment, mais alors, la couverture, mais je suis tellement dingue de la couverture. C'est un tel objet livre que je pense, vous savez, dans les bibliothèques, lorsque l'on met des cartes postales de l'Avent, voilà, des décos de Noël, mais rien que de poser la couverture comme ceci sur sa bibliothèque, je trouve ça magique. Mais alors, tellement cute. Voilà, déjà, gros coup de cœur sur la couverture. Donc, c'est parti pour ma lecture du jour de l'Avent. Ça va être de rattraper les 4 premières lectures de ma BD de l'Avent. Mea culpa, celui-ci est terminé. Et puis, de me mettre à jour sur le meurtre de l'Avent. Mais j'avoue qu'en fait, alors, je vais être très franche, le fait qu'il n'y ait pas de couleur me donne un petit peu moins d'entrain, même si l'histoire est chouette, un petit peu moins d'entrain pour me mettre dans cette lecture qui ne fait pas avant. Voilà. Bref, c'est pas grave, c'est une chouette lecture pour l'instant. Je m'y remets également. Et puis, bah, comme je l'ai dit, l'autre, ce sera une lecture de l'après. Et voilà, je vais vous quitter pour ce premier vlog. Je vais pas tarder à ouvrir un second vlog, voire même très rapidement. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier vlog et à très vite. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, faites de bonnes lectures et prenez soin de vous. Ciao.